Bonjour à tous et merci de nous rejoindre dans Dimanche en politique. Merci de nous accorder ce temps juste avant votre dernier déjeuner de la semaine. On va essayer de ne pas vous décevoir. Oui, nous allons vous parler de l'affaire Fillon, mais on l'espère pas, comme vous avez pu en entendre parler cette semaine. Peut-on sauver la politique? C'est la question que nous allons nous poser dans cette émission. Un rappel sur ce qui nous amène à en discuter maintenant. À 2 mois et demi de l'élection la plus importante du pays, l'élection présidentielle, un candidat parmi les favoris est confronté à la justice et à une tempête médiatique dont on ne connaît pas encore l'issue, mais ses conséquences seront forcément des conséquences soit sur l'élection présidentielle, soit sur les élections législatives qui auront lieu en juin, des élections législatives qui concernent tous mes invités autour de cette table. D'abord Stéphane Decailleux, bonjour. Bonjour, vice-président du conseil départemental. Vous représentez les Républicains du conseil départemental de la Somme et vous êtes premier soutien de François Fillon dans le département et vous serez candidat aux législatives. Tout comme Jacques Rabal, vous êtes déjà député, député maire PRG de Château-Thierry. Bonjour à vous. Vous serez candidat à un nouveau mandat. Et je ne suis pas sûr encore. Vous n'êtes pas sûr? Non, voilà. Parfait. Vous prenez le temps de réfléchir. En attendant, vous soutenez Emmanuel Macron dans cette présidentielle. Depuis le début, effectivement. Éric Richer-Mose, vous êtes secrétaire départemental, du Front National de la Somme. Vous êtes conseiller régional et ce n'est pas encore complètement officiel, mais vous êtes quand même préinvesti pour ces législatives. Et vous êtes également assistant parlementaire auprès de la députée européenne Sophie Montel. On aura l'occasion d'y revenir dans cette émission. Et puis Gilles Mettet, secrétaire régional d'Europe Écologie Les Verts. Bonjour à vous. Vous serez candidat également dans la 7e circonscription de l'Oise, en ce qui vous concerne. Merci à tous d'être venus. Alors, première question, vous le savez, François Fillon estime être victime d'une cabale inédite dans l'histoire de la Ve République. Alors, on va d'abord se demander qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal qu'on scrute comme ça les affaires d'un candidat à la présidentielle à 2 mois de l'élection? Éric Richer-Mose, vous êtes le plus jeune, qu'est-ce que vous en pensez? C'est toujours utile en politique et en démocratie que les journalistes et que la justice fassent son travail et que, in fine, les citoyens sachent comment est-ce que leur politique et les personnes pour qui ils vont voter ont une conception de la démocratie. Après, on parle de cabale, mais les cabales viennent souvent des alliés, et en l'occurrence des alliés de M. Fillon, possiblement. Donc on peut se plaindre, mais il faut aussi regarder d'où ça vient. Alors lui, c'est pas ce qu'il dit, lui, il pense que ça vient plutôt du gouvernement, plutôt de la gauche, des gens qui voudraient empêcher la droite d'arriver. Jacques Rabal, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, on ne va pas s'engager dans ce débat-là. Moi, je pense qu'en démocratie, il est absolument indispensable. Il n'y a pas de parenthèse. Il faut que les médias puissent travailler d'une manière la plus libre totale à partir du moment où elles ont pour enjeu et objectif la recherche de la vérité. Et puis après, la justice va passer et je pense que c'est bien dans une démocratie comme la nôtre que les choses puissent se passer ainsi. Quel que soit le moment, Gilles Mettet, c'est bien qu'on aille vérifier les choses? Ah oui, c'est indispensable et je pense que c'est notamment indispensable de le faire avant, plutôt que de le faire après et de se retrouver avec un Jérôme Cahuzac, ministre du Budget, et que tout cela explose d'un seul coup. Je pense que c'est indispensable que nos concitoyens sachent pour qui ils votent avant de le faire, en toute connaissance de cause. Donc, parler de cabale, les hommes politiques ont cette particularité de se réjouir lorsque les affaires sortent de l'autre côté et de monter sur leurs grands chevaux lorsque ça touche leurs amis politiques. Mais la presse, le 4e pouvoir, est un thermomètre. Quand on a de la fièvre, il n'est pas question de dire que c'est de la faute du thermomètre. C'est avant tout les pratiques politiques qu'il faut remettre en cause. La parole à la défense, Stéphane Decailleux. Le but, il n'est pas de casser le thermomètre, bien entendu. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que dans le cadre d'une élection présidentielle, il faut être transparent sur l'ensemble des candidats. Je crois que le vrai souci est d'avoir la même démarche pour l'ensemble des candidats. Je pense qu'on le fasse pour François Fillon, c'est une chose, mais qu'on le fasse pour l'ensemble des candidats de manière systématique et de manière poussée, comme on l'a fait avec la même véracité, je pense que c'est quelque chose qui devrait être généralisé. Et je pense que dans ce cadre-là, on ne peut pas être contre le fait, quand on brille un mandat, même local, même départemental, même régional, d'avoir une expertise et surtout une franchise par rapport à qui est la personne qu'on va élire. Et dans ce cas, je rejoins effectivement les interlocuteurs sur ce plateau pour dire effectivement, on doit le faire, mais de manière équitable et juste et partagée. Alors justement, François Fillon, il s'est beaucoup défendu en disant que c'était un usage qui aujourd'hui choque. C'est vrai que l'emploi de proche, ça a l'air d'être quand même relativement répandu au sein de l'Assemblée nationale. Jacques Rabal, vous-même, vous avez employé votre fils à vos côtés. Moi, je voudrais qu'on revienne sur la première question. Il ne faut pas qu'on se méprenne.
dans cette affaire, c'est d'abord de la faute de François Fillon. Il n'avait qu'à être clair dans ses premières explications et il n'en serait pas là. Donc de là à vouloir montrer du doigt les médias, les journalistes, ça ressemble à une manœuvre que l'on pourrait apparenter à de la trumpisation dans le cadre de cette campagne. Et donc moi je ne veux pas tomber là-dedans. Il va y avoir, la justice va passer et donc j'espère le plus rapidement possible. Mais est-ce que ça vous choque cet emploi de proche, puisque vous-même vous avez été concerné? Bien sûr. Mon fils a travaillé et je peux vous dire que ce n'est pas un emploi fictif. La problématique de Fillon, c'est que c'est un emploi fictif, ou du moins c'est supposé, c'est présumé comme étant un emploi fictif. Moi, j'ai embauché mon fils, non, lui. Non, je ne peux pas laisser dire que c'est un emploi fictif. Attendez. Présupposé, monsieur. Non, mais moi, je vous dis, avant d'aller dire que la justice doit passer, donc laissez passer la justice. Je vais laisser passer la justice. La présomption d'innocence fait partie. Elle est valable pour votre fils, mais elle est valable pour François Fillon aussi. Voilà, de la même manière. Mon fils a travaillé à l'Assemblée nationale pendant 4 ans. Ça ne me regarde pas. Moi, je vous le dis, à un salaire de 3 000 euros. Je ne suis pas là pour faire l'inquisition sur ce qu'il a fait. Plus de 1000 interventions. Il était là tous les jours. Il avait un badge, il avait un micro-ordinateur, comme d'autres travaillent à l'Assemblée nationale. Et je pense que dans cette affaire, on tire vers le bas tous ses collaborateurs. Et si j'ai choisi mon fils, c'est d'abord parce qu'il avait les compétences. Bac plus 5, c'est un spécialiste des nouvelles technologies. C'est pas le débat. Et je le dis, qu'on mette en place des règles. Franchement, ce dont nous souffrons aujourd'hui, c'est que le discrédit est lancé à travers cette affaire. J'espère que demain, nous pourrons avoir des propositions qui permettront d'avoir des collaborateurs qui travaillent réellement, quel que soit le lien de famille. Moi, c'est pas le fait d'avoir son épouse ou quoi que ce soit. Regardez, l'artisan, on dit père et fils. Dans le commerçant, le boulanger et la boulangère. On ne va pas les sélectionner. Je pense que ce qui est important sur ce dossier, c'est que le travail ait été effectif avec une qualité, mais avec un salaire qui soit décent. Moi, je vous donne le salaire de mon fils, 3 000 euros, et je l'appelais le jour et la nuit. Et j'estime qu'on arrête de discréditer celles et ceux qui font un travail pour le compte de la démocratie, pour le compte de la République. Alors moi, je vous laisse. Ça, c'est une des parties du travail de mon fils à l'Assemblée nationale. 1000 interventions, que tout le monde fasse de la sorte pour montrer que ce n'est pas un travail fictif. Alors justement, ce soupçon d'emploi fictif, il est très répandu au sein de la sphère politique. Le Front National y est confronté, Éric Richert-Mauze. Un soupçon d'emploi fictif malgré tout contre 2 assistants parlementaires de Marine Le Pen, puisqu'elle est tenue... Faux. Pourquoi cela? Il n'est pas question d'emploi fictif de quelqu'un qui ne travaillerait pas comme il a pu être dit pour Pénélope Fillon. Il est question de se poser la question de ce qu'ils ont fait. Mais par exemple, vous, journaliste, quand vous appelez Marine Le Pen, est-ce que vous appelez la chef de parti, la conseillère régionale ou la députée européenne? Un peu de tout. Pour une chef de cabinet, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Et ce qui est très important, et c'est ça qui fait que les Français voient la différence entre les pseudo-affaires Fillon, Macron et pour ce qui est de Marine, c'est qu'à aucun moment il y est question d'enrichissement personnel ou d'enrichissement de proches. À aucun moment il est question de personnes qui sont payées à ne rien faire. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes... Pas à ne rien faire, mais pas dans les fonctions auxquelles elles sont censées travailler au sein du Parlement européen. Oui, mais moi, je pense qu'il y a beaucoup de personnes, je rebondis sur ce qu'a dit M. Krabal, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui aimeraient bien avoir leurs enfants diplômés gagner 3 000 euros si facilement. Et je ne pense pas que ce soit un salaire. Alors vous, par exemple, vous êtes l'attaché parlementaire de Sophie Montel. Oui. En quoi consiste votre travail au sein du Parlement européen? Je rédige des interventions, je prépare des déplacements, je prépare également des vidéos. Et puis je suis présent en France, mais je vais aussi, cette semaine par exemple, je vais à Strasbourg pour l'assister dans sa séance plénière, sachant que je suis assistant à mi-temps. Vous êtes assistant local. Oui. Est-ce que ce ne serait pas logique que vous travaillez dans sa circonscription, qui est la circonscription Est, en Alsace, en Champagne-Ardenne, en Franche-Comté? Non, pas particulièrement, puisque ce qui compte, c'est la règle qui est suivie ou non. Et en l'occurrence, il suffit d'être dans le pays d'origine, en l'occurrence la France, et la France est indivisible. Je me permets d'intervenir. La règle, vous rappeliez la règle. La règle, c'est important, mais encore faut-il ne pas la contourner. Gérard Onesta, qui est un eurodéputé écologiste, a introduit en 2008 le statut des assistants parlementaires et le fait que, justement, ceux-ci ne pouvaient pas employer de membres de leur famille. Parlement européen. Parlement européen, oui, je parle bien du Parlement européen, eurodéputé, Gérard Onesta, écologiste. Il s'avère que de nos jours, Marine Le Pen, enfin encore en 2013, rémunérait son compagnon, Louis Alliot, en tant qu'assistant. 5 000 euros. 5 000 euros à mi-temps, à temps partiel, pardon. D'autre part, à l'heure actuelle, et il n'y a pas plus tard que la semaine dernière, 3 noms d'assistants parlementaires européens, en réalité, sont des fils d'eux ou des époux d'eux
qui ont été recrutés par d'autres eurodéputés du Front National. C'est pas illégal. Ce n'est pas illégal, mais c'est une façon de contourner les règles. Donc après, engager son épouse, c'est pas illégal. Maintenant, entre la légalité et la moralité, il y a un delta à calculer. Le problème là-dedans, c'est qu'on est sur un système qui est purement réactif. L'affaire Cahuzac sort, on sort la loi sur la transparence. D'accord. L'affaire Fillon sort, on nous parle maintenant d'interdire les assistants familiaux. Mais tout cela, c'est du pansement. Ce ne sont que des pansements qui sont mis sur un... Il faut penser le changement, c'est le logiciel qu'il faut changer. C'est pas simplement être réactif. Ce que les Français veulent, c'est qu'on change le logiciel. C'est pas simplement qu'on réagisse comme ça par tocade en suivant les différentes affaires qui se passent. Mais pour éviter qu'on vienne avec son bulletin de liaison en disant voilà, mon fils a vraiment travaillé et qu'on jette la suspicion sur le travail qu'il puisse faire à un moment donné où voilà, je vous ai pas demandé votre fiche si vous avez un bilan sur ce que vous êtes payé combien en tant qu'assistant parlementaire, Éric Richard-Mos? Et vous êtes payé combien en tant que journaliste à France 3 Picardie? Moi, je ne suis pas élu. Eh ben, moi, je ne suis pas journaliste. Je ne souhaite pas répondre à cette question. C'est de l'argent public. Ouais, mais c'est de toute manière, pour répondre à sa place, c'est d'environ 2500 € brut. Ça doit être beaucoup moins. Ouais, comme je le rappelle, je suis à mi-temps. De toute manière, ça doit être transparent. Moi j'ai rempli par rapport à la haute autorité mes revenus, j'ai fait ma déclaration, donc là-dessus, il n'y a pas de suspicion. Je vais en revenir simplement sur le bulletin de liaison qu'a présenté monsieur. Le vrai sujet, c'est pas de jeter la suspicion sur le travail familial. Moi, je suis chef d'entreprise, je travaille avec ma famille, je suis très heureux comme ça, et puis je suis très libre de faire ce que je veux dans mon entreprise. Mais il y a un point qui me paraît important. Si on veut pas qu'il y ait de suspicion, on applique des règles qui disent on n'emploie pas son fils, on n'emploie pas son épouse, et puis à partir de là, mais on vient pas rechercher après le député ou le sénateur en disant « Mais attendez, c'est un peu suspicieux que vous avez fait là, monsieur. Vous employez votre fils, mais est-ce qu'il a vraiment les compétences ?» On voit bien que ça ne suffit pas, puisque justement, au Parlement européen, on s'arrange pour embaucher un proche il faut avoir des règles strictes. Il faut avoir des règles strictes et les appliquer, et pas aller chercher des poux dans la tête à un candidat, quel qu'il soit, en disant « Ah ouais, mais il a fait travailler sa femme, est-ce qu'il a vraiment travaillé » La suspicion, c'est tellement facile. Il n'y a pas que les assistants, monsieur Decailleux. Non, il n'y a peut-être pas que les assistants. C'est ça, le pire dans l'affaire Fillon, c'est pas du tout les assistants. Le pire, c'est 100 000 € pour faire 2 notes de lecture. Le pire, non, mais si jamais alors vous donnez des exemples, monsieur Le Foll, je crois que monsieur Le Foll a dû embaucher sa femme. 100 000 € pour faire 2 notes de lecture pour la revue des Deux Mondes. Ça, la justice AXA qui paye le cabinet de conseil. Je pense que ça, les gens l'ont entendu toute la semaine. Jacques Krabal, est-ce que vous seriez pour une interdiction de l'emploi des proches à l'Assemblée nationale? Non. Je pense que c'est ce que vient de dire monsieur. On ne peut pas réagir comme ça. Je pense que c'est d'abord la compétence et que le travail soit réellement effectif. Un proche, après, comme c'était le cas avec monsieur Alliot, on embauche son amant ou sa maîtresse et on ne pourra pas déterminer les liens. Donc pour moi, il y a la nécessité de transparence qui est évidente, mais il y a aussi la morale. Et donc les deux, contrairement à ce que disait Rousseau, pour moi, les deux sont à mettre ensemble. D'un point de vue politique, il y a l'engagement moral. Les règles, la loi n'a pas cessé d'évoluer, que ce soit au cours de ce mandat, au cours de ces dernières années, et on en arrive à cela. Et donc je pense que dans cette affaire, c'est la personnalité de M. Fillon qui montre qu'on en arrive à cette médiatisation. C'est de sa responsabilité. On va parler... Après, moi, je considère que c'est la personnalité qui fait vraiment l'éthique et la morale. Moi, je suis élu depuis 30 ans. Je suis élu depuis 30 ans, nous appuyons sur des codes, nous rendons compte du train de vie de la municipalité tous les ans, du nombre de bouteilles de champagne, des frais de bouche, des indemnités, également des élus. Donc des actions concrètes. D'une manière très concrète. Et je vais vous laisser, moi, ma déclaration de patrimoine. Parce que je pense que c'est bien, parce que la transparence, ça génère de la confiance, et il faut qu'on réhabilite la confiance vis-à-vis de nos concitoyens. Mais ce n'est pas suffisant. On pourra mettre en place toutes les règles que vous voulez. C'est le comportement individuel qui fait qu'on aboutira à éliminer progressivement, avec d'autres pratiques, je suis d'accord, la loi contre le cumul des mandats, dans le temps, des tas de choses comme ça. Et puis surtout, le fait que nos grands dirigeants ne s'estiment pas les uns les autres au-dessus des lois et qu'ils reviennent un petit peu dans la vie quotidienne. Moi, je suis prof de gym, de base. Tout un chacun. On va entendre justement ce que disent nos concitoyens dans ce reportage que vous allez voir. Dans un instant, on va mettre le nez dehors. On regarde, c'est vous qui le dites.
Mademoiselle. France 3 Picardie. On s'intéresse à l'affaire Fillon, tout ça, les conséquences que ça a sur la vie politique. Oui. Vous avez envie de répondre à une petite question en vous installant sur le fauteuil? Oui. On n'a pas trouvé de plus grand siège. Alors, les affaires, vous y croyez? Il n'y a pas de fumée sans feu. Donc, s'il y a des accusations, c'est qu'il y a forcément quelque chose. Si on finit par chercher, on finira par trouver quelque chose, je pense. Comme lui, il est élu à son niveau, forcément, et il y a la guerre là-dessus, quoi. Donc c'est un espèce de piège. Que la justice fait des investigations. Bon, il faut attendre le résultat. Il ne faut pas s'affoler. Et vous, rien à vous reprocher? Bon, je ne suis pas parfaite, hein. Bon, presque parfaite. Non, si, bien sûr, j'ai beaucoup de choses à me reprocher, mais il ne faut pas le dire. Personnellement, au vu des affaires actuelles, je pense que j'ai rien à me reprocher. Président, vous en rêvez? Le pouvoir, diriger un petit peu un pays, enfin, je sais pas, c'est le meilleur boulot, je pense. C'est trop compliqué pour moi. Non, je n'en rêve pas. Vaut mieux vivre sa vie tranquillement et honnêtement. Parce qu'être président, la vie est gâchée. Hein. Voilà. Non, le CC est un... Oui, dur, la vie politique. C'est vrai qu'il y a une question sur laquelle les gens que j'ai interrogés ont vraiment séché, c'est quelle solution pour améliorer la moralisation dans la vie politique. Donc c'est à vous que je vais la poser, cette question. Stéphane Decailleux, est-ce qu'il faut plus de lois? Je pense qu'on a déjà un certain nombre de lois qui sont à notre disposition. La modernisation de la vie politique passe, à mon avis, par la nécessité de rester ancré sur son territoire et ancré dans la vraie vie. Et je pense qu'un des éléments qui me paraît important, c'est la nécessité que pour l'élu, il puisse exercer son travail de manière cohérente, de manière pratique et être élu. Je pense que ça à mon avis, c'est le bon dosage. Donc il reste, par exemple, chef d'entreprise, professeur. On voit bien, un élu, tous les matins, il est sollicité. Il est dans un contexte politique toujours où on lui pose un certain nombre de questions sur la vie, voilà. Et si jamais il n'est pas ancré définitivement sur son territoire avec un métier réel et sérieux, je pense que très vite il est déconnecté. Moi je le vis à travers le métier qui est le mien et je le vis à travers aussi la politique. Et donc je pense que quand j'ai des doutes sur ce que je fais, je peux en avoir. Je suis humain, je me remets à écouter les gens qui sont dans mon entreprise, qui sont sur le terrain. Et je pense que le fait d'être très présent dans une entreprise, dans un métier comme prof, quel que soit le métier, je pense qu'on garde le sens des réalités. Et ça me paraît important. Et deuxième chose, c'est la deuxième chose qui me paraît importante, pas de cumul. C'est-à-dire que pas de cumul de mandat dans le temps non plus. Parce que je pense qu'il y a des gens qui sont là depuis 2 générations, père et fils. Et ça aussi, ça donne au niveau moralité quelque chose qui est assez détestable. Je pense que si on ne veut pas qu'il y ait de doute, il y a transparence et en même temps, la chose publique doit être partagée. Et dans ce cadre-là, je pense que le fait de ne pas cumuler et les mandats et dans le temps, je pense que c'est quelque chose qui me paraît important. Puis si jamais on garde 2 mandats, comme ça peut être possible dans certains cas, je pense que pas de cumul d'indemnité. Qu'il y ait une cumul des fonctions, si tu veux travailler plus, c'est ton choix, mais pas de cumul d'indemnité. Et je pense qu'à partir de là, on reste dans la vie, la vie réelle et la vie publique. On ne cumule pas les indemnités et je pense que là, on va régler beaucoup de problèmes. Éric Rechermoz, vous qui passez votre vie au sein de la politique, quelle solution? Déjà, commencer par respecter les Français et respecter leur vote. Quand les Français votent quelque chose à un référendum, respectez ce qu'ils disent. Mettre en place en l'occurrence, François Fillon, il a été choisi à une primaire. Je fais allusion au traité de Lisbonne qui a été bafoué par les 3/4 de la classe politique française. Vous élargissez le sujet donc. Bien, oui, parce que les Français portent du discrédit sur la politique parce que de manière générale, ils se sentent méprisés et très souvent à juste titre. Mettre en place un référendum d'initiative populaire qui permettra à 500 000 personnes de mettre en place une question qui sera votée par tous les citoyens. En quoi est-ce que ça améliorerait la morale, la constance morale de nos politiques, ça? Le fait, et ce n'est pas la seule mesure, mais par exemple aussi faire une classe politique qui soit beaucoup plus représentative. Par exemple, en appliquant ce qu'avait proposé François Hollande, mais qu'il n'a pas mis en place, c'est-à-dire la proportionnelle intégrale aux élections législatives. Aujourd'hui, plus d'un Français sur deux n'est pas représenté à l'Assemblée nationale, ce qui pose un véritable problème. Et puis, au niveau des conflits d'intérêts, avant la nomination d'un ministre, faire en sorte qu'il y ait un réel
audite sur ce qu'il gagne et ce qu'il a fait dans le passé pour ne pas qu'il y ait de pantouflage. C'est déjà le cas avec la loi sur la transparence de la vie publique. Non, ce n'est pas le cas et c'est loin d'être suffisant. Aujourd'hui, il peut y avoir un ministre qui vient de chez Rothschild, qui devient ministre de l'économie, sans qu'on se soit posé la question de pour quel travail est-ce qu'il a travaillé, quelle fusion a-t-il autorisé derrière quand il était ministre. Il y a des vrais conflits d'intérêts qui doivent être empêchés par cet audit au moment de la nomination des ministres. Ça va limiter le nombre de politiques potentielles, Gilles Mettet, si on en arrive là. Moi, je suis surpris que, encore une fois, je vous parlais de penser le changement plutôt que changer de penser le changement plutôt que changer le pansement. Je vous entends parler de non-cumul des mandats dans le temps. C'est ce que portent les écologistes depuis bientôt 20 ans. Je suis surpris que ça n'arrive que maintenant dans le débat, alors que vos formations politiques ont exercé le pouvoir. Sans jamais s'en inquiéter. Et je trouve que c'est regrettable, parce que je suis fondamentalement convaincu qu'effectivement, il est nécessaire de renouveler aussi le personnel politique, d'éviter des baronnats locaux, d'éviter que le président de la République soit celui qui nomme les hauts fonctionnaires, de permettre ces collusions comme cela entre le monde économique, le monde politique. On parlait de déclaration de patrimoine. On ne va pas suffisamment loin. C'est-à-dire que Yannick Jadot, notre candidat à l'élection présidentielle, s'est engagé dès l'officialisation de sa candidature à publier son patrimoine. C'est normal que ça se fasse aussi avant l'élection plutôt qu'après. D'autre part, quand on reprend le document de déclaration de patrimoine, à un moment on parle de « avez-vous exercé des activités de consultant ?» Oui, non. Mais on ne demande pas avec qui. Or, quand on reprend l'affaire François Fillon, lorsqu'il reconnaît avoir exercé des activités de conseil pour AXA, alors qu'au Parlement et dans son programme, il fait la promotion du déremboursement de certains actes médicaux, on peut se demander où situe la limite, là, où est la notion de conflit d'intérêt. Jacques Raval, c'est possible de vérifier tous ces éléments de façon aussi précise? Il faudrait donner davantage de moyens à la haute autorité pour pouvoir le faire. En tous les cas, moi je vous l'ai dit, je vous la laisse, ma déclaration de patrimoine, il n'y a pas de problème là-dessus. Là, c'est public. Hein. Non, ça ne l'est pas. La déclaration de patrimoine, il faut que vous ayez à la préfecture. C'est public. Oui, c'est public. Donc c'est bien. Alors vous pouvez venir avec, vous justifier avec tout, voilà. Mais globalement c'est public. Donc Jacques Raval. Laissez-moi. Je comprends que ça vous gêne parce que cette loi-là, vous ne l'avez pas votée. Vous l'avez pas voté ma déclaration de patrimoine. Et je suis très transparent par rapport à ça. Moi aussi, je suis très transparent. Vous êtes très transparent pour jeter l'opprobre sur certains candidats. Et vous êtes là depuis une demi-heure à vous justifier de tout ce que vous avez fait. Je comprends que ça puisse vous gêner. Comment est-ce qu'on peut améliorer encore la vérification? La transparence, il faut encore avancer. Mais la transparence n'est pas suffisante. Si la transparence est un élément qui est attendu par nos concitoyens, c'est la pratique personnelle qu'il faut déterminer par des cadres plus précis. Il ne s'agit pas de tout interroger. Faire référence à ce qui se passe, par exemple, dans les pays nordiques, où il y a beaucoup plus d'exigences, où, à l'exemple de ce qui se passe aujourd'hui, eh bien, la question ne serait pas posée. Eh bien, le candidat qui a été l'objet de toutes ces d'un point de vue médiatique, ne pourrait plus être candidat. Je pense que c'est de cette façon-là qu'on pourrait réhabiliter la politique. Redonner confiance à la politique, c'est quand il y a des faits graves, eh bien, les partis politiques sont en capacité déjà de faire un petit peu de police chez eux et respecter la parole donnée dans l'engagement local, remettre de la proximité. C'est pourquoi moi je suis opposé à la proportionnelle intégrale. Et c'est une des raisons aussi pour laquelle je suis favorable à une loi sur le cumul du mandat, mais tous les cumuls. Vous l'avez dit, c'était un des points que nous avions défendu à l'Assemblée nationale contre le cumul des indemnités. Et quand on voit qu'aujourd'hui, on pourra encore cumuler parlementaire plus conseiller régional, conseiller communautaire dans des grandes villes, je trouve que c'est inadmissible, alors que le maire d'une petite commune ne pourra pas plus être candidat. On arrive déjà à la fin de l'émission. Je voudrais terminer sur une question. Est-ce que toutes ces affaires, à la fois qui peuvent vous toucher peut-être à tort, ou bien qui peuvent porter discrédit sur la vie politique, est-ce que ça vous donne envie malgré tout de continuer à en faire? Éric Richermoz. Ah bah bien sûr. Quand on pense que la classe politique se comporte de manière qui n'est pas saine, qui n'est pas démocratique, et ben la meilleure chose à faire, c'est de changer la classe politique et de voter bleu marine pour changer le personnel politique. Il faut sortir les sortants. Les électeurs choisiront. Gilles Mettet?
Oui, enfin, on a bien vu que vous étiez loin d'être blanc-bleu, pour reprendre votre couleur, dans cette histoire. Donc, je ne suis pas sûr que vous ayez des leçons à donner dans ce domaine. Si. Moi, ce qui me semble important, moi, ça me donne effectivement envie. Je ne suis pas rentré en politique pour faire carrière. Je ne suis pas élu, je n'ai pas de mandat. Je pense que, néanmoins, l'électeur, le citoyen a une responsabilité. Moi, j'invite tous mes concitoyens à réinvestir les partis politiques qui ne sont pas des modèles de démocratie interne alors qu'ils ont la prétention d'organiser la démocratie dans notre société. Entrez dans les partis politiques. Allez porter un petit peu vos revendications et puis faites en sorte que ce ne soient pas toujours les mêmes barons qui soient désignés par des ayants droit parce qu'on a donné un logement, parce que ceci, parce que cela. Chez Europe Écologie Les Verts, on ne peut pas cumuler comme ça. Ce qu'on préconise à l'extérieur, on commence par se l'appliquer soi-même et donc ne pas hésiter à investir le monde politique. Jacques Rabal. Moi, c'est agir au quotidien pour les gens, faire des choses pour les gens, au-delà de l'engagement partisan qui a bien montré ses limites au cours des dernières années. Il faut qu'il y ait un véritable engagement avec la responsabilisation individuelle, aller plus vers que le citoyen s'approprie l'action politique, plus qu'il reste dans la contemplativité, regarder les choses. Il faut qu'il soit acteur. Et vous disiez 30 ans de politique, ça ne vous décourage pas? Bien sûr que non. L'honnêteté, ce n'est pas le fait du dimanche quand on est élu et quand on est citoyen. C'est le fait de tous les jours. Et donc, c'est agir comme ça. Stéphane Decailleux conclure. Stéphane Decailleux, ça ne vous décourage pas? Parfois, ça me décourage parce que quand je vois les discours de certains qui jettent l'opprobre sur des candidats, où on ne va pas au fond des choses, où on vient critiquer effectivement la position du parti. Moi, j'ai une position qui est de dire j'ai un métier, j'ai eu de la chance dans la vie. À un moment donné, à chaque fois qu'il y a une élection, je ne joue pas ma vie sur une élection. Et je pense que si tous les élus avaient ce sens de l'intérêt général, le sens du commun, tout en restant dans la vraie vie, je pense qu'il y aurait beaucoup moins de débordements. Et je pense que c'est ce qui me motive aujourd'hui à continuer mon action politique sur le territoire. Merci à tous d'avoir accepté notre invitation. La semaine prochaine, ce sera Zora Hamdan pour Dimanche en politique sur les plans sociaux en Hauts-de-France. Tout de suite, c'est le journal. Très bon après-midi à vous et à bientôt.